Les grandes œuvres sont intemporelles. Alors ça, c'est une maxime qui peut paraître un peu pompeuse quand on balance ça pendant un dîner chez Mamie le dimanche entre le rôti et le fromage. Pourtant, ce qui fait les grandes œuvres, c'est bien cette capacité à transcender les cultures et surtout le temps, en posant des questions qui sont capables de toucher absolument n'importe qui. Et dans le monde de l'animation japonaise, qui a pendant longtemps été considérée comme une sous-culture par l'ensemble du monde, il y a un film qui est arrivé à se hisser à cette place si convoitée. Un film avant-gardiste et impactant, qui a eu une influence considérable sur le monde artistique, mais aussi au-delà, et qui s'est ramené il y a plus de 30 ans avec des questions si profondes et si existentielles que même aujourd'hui, en 2025, on est simplement incapable de trouver des réponses claires. Vous êtes sur la chaîne d'Artsup, vous regardez Soupa, et aujourd'hui, on parle du mythique Ghost in the Shell. Bon, alors avant de parler d'un des films les plus importants selon moi de l'histoire du 7e art, j'aimerais prendre quelques secondes pour clarifier les choses et savoir de quoi on parle. Parce que ouais, un Ghost in the Shell, c'est pas juste un film, mais bien une véritable licence qui au fil du temps s'est étalée sur plein de formats différents et surtout sur différentes continuités. Ghost in the Shell, c'est des films, plein de films, mais aussi des jeux vidéo, des mangas, des romans, plusieurs séries, dont certaines qui sont apparues pour faire suite à certains films, un remake en live action et encore plein de trucs. Donc ouais, c'est un peu un gros bordel. Mais nous ici, on va pas parler de tout ça. Donc excite les séries et tout le reste, et surtout excite le remake de 2017, qui malgré de superbes images passe complètement à côté de ce qui était vraiment important dans l'œuvre originale et dont on parlera un peu plus tard. Nous dans cet épisode, on revient à la base de la licence, avec le premier film de 1995. Mais pour parler correctement du premier film de 95, faut revenir aux origines. Et à l'origine, y a un manga, et surtout un mec, qui s'appelle Masamune Shirow. Et vous allez voir que Shirow, c'est pas un mangaka conventionnel. Shirow, il naît en 61, dans un Japon qui, après s'être pris 2 bombes dans la tronche quelques années plus tôt, commence à oublier ce traumatisme et recommence à vivre. Et à cette époque, tous les gosses de son âge, ils lisent des mangas, qui est un médium en plein essor sur l'archipel. Mais Shirow, lui, il s'en fout, ça l'intéresse pas. Non, lui, il est plutôt du genre à se barrer en montagne avec ses pinceaux pour retranscrire ce qu'il voit le plus fidèlement possible. Parce que lui, ce qu'il fait kiffer, c'est le réalisme. Et on est d'accord que c'est pas vraiment le mot qu'on associerait à un manga, surtout avec les designs de cette époque, hérités d'Osamu Tezuka. Par contre, si les mangas c'est pas son kiff, quelques années plus tard, il va s'ouvrir au monde de l'animation, quand il découvre la série Gundam. Cette série, ça va être un vrai électrochoc pour le monsieur, et le faire basculer dans le monde des mechas, de la technologie et globalement de la science-fiction. Parce que Shirow, c'est un peu un gros nerd, et cette vision un peu plus sérieuse et réaliste, ça lui parle complètement, et il se passionne totalement pour ce genre d'univers, au point où il commence même à élaborer des idées de scénario. Et après le lycée, il part à Osaka pour étudier la peinture à l'huile. Sauf que pendant ses années à l'université, il va faire la rencontre d'un groupe de mangaka amateurs avec qui il va nouer des liens. Et cette rencontre, elle va tout changer. Parce qu'avec les idées qu'il a dans la tête et ses personnes ressources pour l'aider, Shirow, il va enfin trouver de l'intérêt pour le manga, et il va se former pendant 2 ans pour finalement sortir en 83 sa première création. Black Magic, c'est un premier manga assez simple, mais qui met déjà en avant les obsessions du monsieur pour les robots, mais aussi et surtout les intrigues plus matures que ce qu'on voit à l'époque. Black Magic, c'est vraiment un premier essai, mais ça va surtout lui permettre de se faire la main avant de débarquer 2 ans plus tard avec non pas une, mais 2 créations. Parce que ouais, Shirow, c'est quelqu'un d'assez productif. D'un côté, on a Appleseed, un manga de science-fiction qui se passe dans un univers post-apocalyptique après une 3e guerre mondiale. Et dans ce manga, Shirow, il se lâche complètement niveau thématique novatrice pour l'époque. On parle de philosophie, de politique, de sociologie, mais aussi de guerre, de transhumanisme, d'IA ou encore de clonage. Alors je rappelle qu'on est en 85, et ces thématiques-là, c'est vraiment pas quelque chose de courant. Appleseed, je vais pas développer ça ici, parce que ça pourrait complètement faire l'objet d'un épisode à part entière. Mais faut juste garder en tête que c'est une œuvre véritablement complexe et fascinante, qui propose tout simplement quelque chose de jamais vu à l'époque et qui va permettre à Shirow d'exploser en popularité auprès du grand public. Mais comme je vous le disais, le monsieur, il est du genre ultra productif et la même année, il sort Dominion Tank Police, un manga qui se passe dans un futur où les forces de l'ordre, face à une criminalité assez vénère, font le ménage à grands coups de chars d'assaut. Alors Dominion, c'est très différent de Appleseed et particulièrement dans le ton qui est beaucoup plus léger et comique que dans son autre œuvre. Par contre, avec le travail du monsieur, on peut voir que les thématiques, elles sont finalement assez communes. On parle entre autres de futurs dystopiques, de forces armées, de cyborgs, de technologie et d'intrigues politiques assez vénères. Et même au niveau des personnages, il y a des récurrences, comme le fait de mettre constamment en avant des femmes fortes et indépendantes. Et ça, c'est quelque chose qui est très loin d'être la norme à cette époque-là. Bref, avec ces 3 travaux, qu'il aura pondus avant ses 30 ans, Shirow, il est dans la place. Et il s'est surtout forgé une patte autant artistique que thématique. Et là, vous me voyez venir, tout ça, ça va mûrir et se mélanger dans sa nouvelle création qui débarque en 89, Ghost in the Shell. Et son nouveau manga, c'est pas un shonen. Comprenez par là que c'est pas fluide et c'est pas simple. L'histoire se passe dans un Japon du 21e siècle, où la technologie informatique a tellement progressé que beaucoup de gens sont connectés au réseau et ont la possibilité d'avoir des prothèses pour s'améliorer. Et dans ce monde cyberpunk, on suit la section 9, une organisation gouvernementale qui lutte contre le cyberpiratage et qui enquête sur un hacker mystérieux connu sous le nom de Puppet Master. Et au centre de ce récit, on suit le personnage principal de Motoko Kusanagi, aussi appelé le Major, qui a la particularité d'être un cyborg composé d'un corps synthétique et d'un cerveau humain, et qui va tout au long du manga se poser des questions sur
son identité et son humanité. Bon, là je vous l'ai fait extrêmement courte. Non, parce que Ghost in the Shell, c'est vraiment une œuvre ultra complexe dans sa narration, qui empile intrigues politiques ultra denses, technologies très poussées et questions philosophiques qui en font une œuvre qui, il faut l'avouer, est difficilement accessible. Et d'ailleurs, pour rien arranger, le manga, il est rempli à ras-bord de notes de l'auteur pour expliquer et donner des informations supplémentaires pour comprendre l'intrigue et avoir plus de complexe. Mais pas seulement, on a aussi le côté gros nerd du monsieur qui ressort, avec des chapitres entiers qui expliquent en détail et le plus scientifiquement crédible possible comment on pourrait créer des cyborgs par exemple. En gros, on sent qu'avec cette œuvre, Shiro il se lâche complètement et il aborde toutes les thématiques et surtout toutes les questions qui lui sont chères, quitte à plus s'en poser qu'y répondre. Mais malgré tout ça, quand sort le manga, c'est un véritable raz-de-marée, parce qu'on n'a jamais connu ça au Japon. Autant de détails, de questions, de thématiques aussi profondes, c'était juste du jamais vu, et ça va énormément contribuer à rendre l'œuvre instantanément populaire et surtout estimée. Mais comme toutes les œuvres populaires à cette époque, et maintenant aussi, on va pas se mentir, c'est assez commun de voir fleurir des adaptations en animé. Et pour Shiro d'ailleurs, ça a déjà été le cas avec Appleseed et Dominion. Et avec le succès de Ghost in the Shell, c'était évident que ça allait arriver. Par contre, comment c'est arrivé, ça c'est assez atypique. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Akira? Si vous suivez cette chaîne, oui, évidemment, parce que j'en ai fait un épisode dédié il y a quelques mois, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si c'est pas déjà fait. Mais pour les autres, Akira, c'est juste le film qui a réussi à crédibiliser l'animation japonaise aux yeux du monde, notamment grâce à son animation incroyable pour son époque et surtout ses thématiques ultra matures. Et si je vous parle d'Akira, c'est parce que sans ce film, on n'aurait jamais eu Ghost in the Shell. Ok, est-ce que vous connaissez ça? Vous à vivre l'expérience manga. Si comme moi vous êtes né dans les années 80-90, oui, vous connaissez ce logo parce qu'il était présent dans la quasi-totalité des VHS qui proposaient des animés japonais. Ce logo, c'est celui de Manga Entertainment et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une boîte japonaise, mais britannique. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que le PDG de cette boîte, il a vu Akira à sa sortie et il a décelé très vite l'intérêt des films d'animation japonais au point où c'est lui qui va obtenir les droits de distribuer le film en Occident. Et comme il était aussi très fan des œuvres de Shiro, il va tout simplement contacter l'éditeur du monsieur pour le proposer de cofinancer l'adaptation de Ghost in the Shell au cinéma. Ouais, donc si Ghost in the Shell le film existe, c'est grâce à un anglais. Alors en soi, on s'en fout de cette info, mais je voulais absolument la placer parce que perso, ça me pète le crâne de savoir ça. Et en plus, ça vient prouver à quel point Akira a été important dans l'histoire de l'animation. Bref, donc là, on est en 84. Et l'éditeur de Shiro, il a le financement pour le film qui se monte à 3 millions de dollars. Et c'est une somme qui est assez énorme pour l'époque. Et maintenant, il faut pas se tromper sur les personnes à recruter, et notamment le réalisateur. Et le réalisateur qui va être choisi, c'est un homme qui s'appelle Mamoru Oshii. Et vous allez voir qu'il va être déterminant pour la suite de cette histoire. Mamoru Oshii, c'est un réalisateur et scénariste qui a une filmographie longue comme le bras, mais dont les œuvres les plus connues du grand public sont L'amour et Pat Labor. Et Oshii, c'est un mec qui a un amour énorme pour la science-fiction, qui est salué et respecté pour son travail, mais qui arrive surtout toujours à créer des choses très personnelles, notamment parce qu'il suit son intuition et il ne fait jamais de compromis. En gros, Mamoru, c'est complètement ce qu'on pourrait appeler un auteur. Et quand on va lui proposer l'adaptation de Ghost in the Shell, le monsieur va un peu claquer des genoux. Parce que l'œuvre de Shiro, comme je vous l'ai dit, c'est une intrigue ultra complexe, qui est blindée de détails et de réflexions très profondes. Et faire rentrer tout ça dans 1h30, c'est extrêmement compliqué. Mais au final, et après avoir dû lire le manga plus de 20 fois pour être sûr de tout comprendre, Mamoru, il va finalement accepter. Mais à une condition, il veut pouvoir y mettre sa patte. Et après un an de production intensive, débarque dans les salles obscures japonaises Ghost in the Shell. Dans le film, on reprend fidèlement l'intrigue du manga. Dans une ville non nommée du Japon de 2029, la section 9 lutte contre la cybercriminalité et traque le Puppet Master sur fond d'intrigue politique extrêmement dense. Intrigue politique que je vous raconterai pas ici pour pas vous casser la tête, mais il y a qu'à regarder des résumés sur internet ou simplement des schémas pour comprendre que ouais, le scénario, c'est pas One Piece. Mais ce qui est frappant d'entrée quand on regarde le film, en plus de se prendre une claque par rapport à la fluidité de l'animation et de la beauté de ce qu'on voit, c'est que cette intrigue extrêmement complexe, elle passe très vite au second plan. Et contrairement au manga qui est tellement blindé d'infos qu'on s'y perd très vite, ici au contraire, rien n'est expliqué. On arrive dans une histoire qui a déjà commencé et dont on peut comprendre les tenants et aboutissants si on se concentre très fort sur les dialogues, mais qui à première vue n'est absolument pas clair pour le spectateur. Alors ce parti pris, on va pas se mentir, c'est ultra casse-gueule, parce que refuser de développer un univers pour un nouveau venu, ça peut très vite faire sortir le spectateur de ce qu'il regarde. Mais en fait, tout ça c'est voulu et totalement assumé par le réalisateur. Parce que Oshii, il a eu une idée. Au lieu d'essayer de faire rentrer l'intrigue au forceps dans 1h30 et devenir quelque chose de franchement indigeste, ou au contraire de la changer pour la rendre plus claire, quitte à y perdre des détails pourtant très importants pour la cohérence du monde, lui, il a décidé de mettre le focus non pas sur l'histoire, mais sur les personnages. Et d'ailleurs, les personnages, notamment les membres de la section 9, en plus d'avoir bénéficié d'un redesign assez bienvenu qui leur donne quelque chose de plus mature, ils se sont vus développés et approfondis pour devenir instantanément attachants, mais surtout crédibles. Et en particulier, le personnage principal de Motoko. Motoko, dans le film, c'est presque l'antithèse du personnage dans le manga. Parce que si Shiro a dépeint le Major comme un perso léger qui fait des blagues et dont la plastique est sans cesse mise en avant de manière assez abusive, Oshii, lui, il en a fait un personnage bien plus mature et sombre, stoïque et calme et presque robotique.
Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Bon, dans le film, il y a des boobs. Mais dites-vous que Hoshi, il a tout fait pour désexualiser au maximum Motoko, notamment en réduisant la taille de sa poitrine, ce qui a d'ailleurs donné des conflits au sein de l'équipe d'animation parce que eux, ils voulaient des gros seins. Donc ouais, dans Ghost in the Shell, on a des boobs, mais déjà, on est en 95 au Japon, donc c'est pas si étonnant que ça. Mais dites-vous qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de boobs. Qu'est-ce que c'est que ce script ? En gros, avec ces changements, Hoshi, il a voulu mettre le focus non pas sur le scénario, mais sur les personnages, pour nous mettre en empathie avec l'héroïne qu'on suit. Et c'est là que c'est assez génial, parce que grâce au médium cinématographique, il va radicalement transformer l'œuvre de Shiro, tout en gardant la substance. Le film est contemplatif, presque méditatif. Les scènes d'action, elles sont assez rares, et on se retrouve même avec certaines scènes qui sont tout simplement dépourvues du moindre dialogue. Parce que la caméra dans le film, elle n'est pas là pour expliquer, mais pour immerger. Et une des choses très importantes qui vient appuyer cette réalisation, et qui a d'ailleurs marqué absolument tout le monde lors de son premier visionnage, c'est sa musique. Ok, quand vous pensez à une œuvre cyberpunk, vous pensez à quoi comme bande sonore? Perso, je dirais des synthés avec une ambiance un peu dark, comme ce qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres qui se passent dans ce type d'univers. Pour Ghost in the Shell, c'est pas ça du tout. Cette bande-son, elle est ultra perturbante et incroyable. Le compositeur, Kenji Kawai, il a créé des chœurs à base d'anciens japonais très mélancoliques et lancinants pour poser une ambiance méditative hors du temps et surtout du contexte scénaristique. Ces musiques, elles accompagnent absolument tout le film, même lors de moments où au premier abord, ça colle pas, comme les courses-poursuites par exemple. Et en vrai, c'est super bizarre la première fois qu'on voit le métrage, mais en fait, avec le recul, c'est exactement ce qu'il fallait pour mettre en lumière la vision de Mamoru Oshii. Parce que ce que voulait faire le monsieur avec l'œuvre de Shiro, c'est créer un film méditatif et introspectif, pour amener le spectateur à se plonger dans ce que lui a vu de plus important dans l'œuvre originale et qu'il a choisi de mettre en avant, les questionnements existentiels de son personnage principal. Le film Ghost in the Shell n'aurait pas pu être autre chose qu'un film. Alors ouais, je sais que ça paraît ultra débile dit comme ça, mais en fait, c'est parce qu'on est vraiment dans un contexte où tout ce que le film veut raconter n'aurait pas pu être raconté autrement qu'avec le 7e art. Parce que si l'histoire et les thématiques, elles sont bien présentes dans l'œuvre originale, c'est la vision de Hoshi qui a permis de mettre en avant toute l'importance des questionnements de l'héroïne. Dans Ghost in the Shell, les humains sont tous modifiés par l'ajout de prothèses, à différentes échelles, et certains sont même constitués intégralement de corps manufacturés. C'est le cas de notre héroïne, qui en dehors d'un cerveau humain ne présente plus aucun élément naturel. Et dans l'histoire, cette dissociation, elle est représenté par un élément qui donne son nom à l'œuvre, le ghost. Le ghost, ça pourrait être interprété dans le film comme l'âme d'une personne, et le shell, du coup, la coquille, son enveloppe, ou le corps. Et cette idée, c'est déjà un truc bien vénère, parce que ça prend son origine dans un essai philosophique de 1967, Ghost in the Machine d'Arthur Koestler, qui mettait en avant ce qu'on appelle le dualisme cartésien du philosophe du même nom, qui suggérait que l'âme et le corps sont deux entités distinctes. Et dans le film, tout est relié à cette question et cette notion de ghost. Si Motoko est un cyborg et que son corps, en plus d'être factice, ne lui appartient pas, car propriété de son employeur, alors qu'est-ce qui fait d'elle une humaine? Vous pourrez me répondre, son esprit, sa personnalité et surtout ses souvenirs. Sauf que dans le film, on apprend très vite que le Puppet Master, c'est un hacker de génie, mais parce qu'il arrive notamment à pirater le ghost des gens. On a d'ailleurs cette scène d'interrogatoire assez marquante où un éboueur s'est fait pirater par l'antagoniste pour lui permettre de mener à bien ses plans, et où on apprend qu'il lui a implanté des faux souvenirs pour le forcer à faire ce qu'il voulait sans s'en rendre compte. Et ça paraît rien dit comme ça, mais imaginez juste 2 secondes. Si on vous révélait que vos souvenirs, qui font votre expérience de vie et qui sont donc une part extrêmement importante de votre personnalité, étaient faux, comment vous vous sentiriez? Personnellement, si demain j'apprenais que ma femme et mon fils n'avaient en réalité jamais existé, je pense qu'il faudrait plus qu'un chocolat chaud pour me remettre sur pied. La question d'identité. Tout est en lien avec ce concept dans le film, et surtout, tout est appuyé par la réalisation. Du générique du début, qui montre la conception du Major, dans une scène sobre et clinique et à la fois fascinante car appuyée par la musique de Kawai, mais qui au-delà de ça nous montre surtout un corps froid et déshumanisé, à une scène où Mokoto, qui parle à son collègue de sa condition, le fait avec un regard caméra pour nous faire comprendre que c'est en réalité à nous qu'elle s'adresse, en passant par la toute première scène du film où Motoko, en pleine mission, se déshabille pour pouvoir se rendre invisible sans aucune émotion et qui renvoie à l'abandon de son propre corps qui devient physiquement invisible. En fait, on va être très clair. Presque chaque scène du film est iconique. Mais si elles sont iconiques, c'est pas parce qu'elles sont classes, mais parce qu'elles ont un sens qui nous ramène toutes à l'interrogation. Le film veut nous mettre dans les mêmes questionnements que Motoko et nous faire prendre conscience de l'importance et de la fragilité de notre personnalité dans un monde ultra connecté où les corps peuvent être interchangeables. Et là, pour aller plus loin, je vais devoir spoiler certaines choses. Donc si vous avez jamais vu le film, je vous invite à foncer sur ce timecode. Même si en vrai, les révélations, elles sont pas vraiment importantes et elles empêchent pas du tout de voir le film même en connaissant toute l'histoire. Parce que comme je vous l'ai dit au début, le film raconte surtout une réflexion. À un moment, on apprend que le Puppet Master, c'est pas un hacker de génie pour rien, parce qu'il est tout simplement pas humain.
En fait, c'est une conscience qui s'est éveillée spontanément dans le réseau et qui veut être considérée comme une personne, au point d'être capable de demander l'asile politique. Et cette révélation, c'est quelque chose de complètement ouf en fait. Parce que si le film il nous pose déjà des questions assez vénères depuis le début avec les questions de Motoko qui n'est ni humaine ni robot, là il va encore plus loin et complète cette réflexion avec le Puppet Master qui lui n'a juste aucun corps et pourtant possède bien une conscience. Et tout ça, ça amène à des réflexions qui brisent littéralement le crâne, comme peut-on être un humain sans corps, ou est-ce que notre identité est une illusion, et surtout la plus importante, qu'est-ce qui fait de nous des humains? Le film, comme l'œuvre originale, va très loin dans la réflexion et dans le propos sur l'identité, faisant même le choix à la fin de montrer une solution de symbiose entre les deux protagonistes. Une fin ni bonne ni mauvaise, mais une simple évolution, comme l'a toujours montré le vivant dans son histoire. Et je vais être franc, la première fois que je l'ai vu pendant mon adolescence, j'ai absolument rien compris au film. Que ce soit vis-à-vis de l'intrigue, qui comme je vous le disais est en second plan, ou même dans les thématiques traitées, ça a juste pas résonné en moi à ce moment-là. Adolescent, j'ai vu dans cette scène que de la lenteur et une économie de moyens, sans comprendre que ce qu'on voit, c'est Motoko qui se réveille dans une chambre dépourvue de personnalité et qui nous fait comprendre directement son état d'esprit. Adolescent, j'ai pas compris cette scène ultra longue sur des plans de la ville qui pourtant nous montre une réalité froide et écrasante, où les gens sont comme déshumanisés et où on aperçoit un quotidien très morose dans lequel Motoko évolue comme un fantôme. Adolescent, je me suis ennuyé devant la plupart des scènes qui voulaient me poser dans une ambiance propice à la réflexion, alors que moi je voulais y voir de l'action. Adolescent, j'ai pas compris Ghost in the Shell. Et c'est normal. Parce que la grande majorité des œuvres qu'on regarde, on part du principe qu'elles sont accessibles. Et 99% du temps, c'est le cas. Mais pour les 1% restants, il faut y être préparé. Il faut faire un effort pour tenter de comprendre ce qu'elle raconte entre les lignes. Et si je ne l'ai pas compris à l'époque, c'est tout simplement parce que j'étais pas prêt. Et j'ai pas été le seul. Parce que lors de sa sortie, Ghost in the Shell, ça a été un vrai four qui a rapporté qu'un tiers de son budget au Japon. Tout simplement parce que le film il demandait beaucoup trop aux spectateurs qui, comme moi, n'étaient pas prêts à d'aussi gros enjeux et pensaient aller voir un simple film d'action policier cyberpunk avec des gros flingues. Pourtant, avec le temps, le film il a acquis un statut important, non seulement pour l'animation japonaise au même titre qu'Akira, mais aussi pour le médium cinématographique et surtout, il a inspiré des tonnes d'œuvres et de créateurs. La plus connue étant Matrix, dont les réalisatrices ont carrément dit en présentant leur projet aux producteurs qu'elles voulaient faire Ghost in the Shell mais en live. Des réalisateurs aussi prestigieux que Stanley Kubrick ou James Cameron ont salué la pertinence et l'importance du film en tant qu'œuvre marquante du 7e art. Et si vous connaissez tous Avatar, gardez bien en tête que sans Ghost in the Shell, le film n'existerait tout simplement pas. Alors oui, que ce soit par son rythme ou les questions qu'il pose, Ghost in the Shell est une œuvre compliquée. Mais je pense qu'au-delà de la masterpiece qu'il est, c'est un film universel qu'on devrait tous avoir vu. Parce que la sobriété et la classe avec laquelle il pose ses thématiques fait que déjà il a pas vieilli, et surtout parce que plus de 30 ans après sa sortie, on n'a toujours pas réussi à répondre clairement à la question qu'il pose, qui pourtant nous concerne tous et qui est plus que jamais d'actualité. Parce qu'avec la technologie qui fait que se développer, des tentatives de pénétrer l'esprit comme le Neuralink de Elon Musk, nos interactions de plus en plus courantes avec l'informatique, les robots ou encore l'arrivée récente de l'IA qui nous assiste et en partie nous remplace, tout ça, ça nous fait nous rapprocher de plus en plus de l'univers du film. Et il y a un moment où, dans quelques années, quand on vivra tous avec des puces et des améliorations technologiques et que ce sera devenu parfaitement normal, on sera plus dans la philo, mais dans la question concrète. Et peut-être qu'à ce moment-là, on prendra le temps de se poser pour trouver enfin la réponse à qu'est-ce qui fait encore de nous des humains. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère comme toujours qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, me faire un petit coucou en commentaire pour me dire ce que vous pensez du film et surtout à vous abonner à la chaîne pour pas manquer la prochaine vidéo. Toutes ces petites choses, moi, ça me donne énormément de force et surtout, ça aide à faire voir la vidéo à plus de monde. Donc si vous kiffez mon travail, maintenant vous savez quoi faire. Alors Ghost in the Shell, ça a été un thème un peu complexe pour moi, je veux pas vous mentir. Parce que déjà, j'ai eu 4 en philo au bac, mais surtout parce que c'est réellement une œuvre compliquée qui pose beaucoup de questions et qui nous les laisse un peu sur les bras. Et raconter tout ça en 20 minutes, c'est un exercice qui était super cool à faire, mais ouais, franchement compliqué. Et j'espère surtout que je vous aurai donné envie de découvrir ou redécouvrir le film qui reste une véritable petite pépite. Je voulais rapidement vous dire que si cette histoire, elle vous a motivé à en raconter vous aussi, vous trouverez dans la description un lien vers le cursus animation d'Artsup. Parce que ouais, Artsup, c'est pas qu'une chaîne YouTube qui vous parle chaque mois de jeux vidéo et d'animation. C'est aussi et avant tout une école spécialisée dans la création et qui propose des cursus ultra complets dans le motion design, le jeu vidéo, la direction artistique et évidemment l'animation. Le tout au sein de 11 campus répartis un peu partout en France et qui a été élu en 2024 dans le top 3 des meilleures écoles de France. Les cursus, ils sont ultra complets et les campus, ils organisent régulièrement des journées portes ouvertes. Donc je peux que vous encourager à aller y jeter un coup d'œil. Sur ce, moi j'en ai terminé, alors je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, soyez créatifs. Ciao!